Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition de Presse Géopolitique. Vous êtes bien sur les antennes de Pan-African Media et bien sûr ce jeudi, comme tous les autres d'ailleurs, votre émission vous conduira à échanger avec bien sûr notre consultant exclusif, mais aussi à donner nos différents points de vue, nos analyses sur des questions liées à l'Afrique, une Afrique dans la sphère géopolitique mondiale. On parlera ce soir dans notre mise en bouche de Benjamin Netanyahu, pour ne pas dire de la crise dans le Moyen-Orient. On le sait bien, il y a un mandat d'arrêt international de la CPI, un cessez-le-feu, un Netanyahu au bas de l'échelle que présagent tous ces signaux. L'homme qui jusque-là se sentait et surtout se disait intouchable donne l'impression d'avoir compris que malgré tout, il reste un humain. Somme toute, Benjamin Netanyahu a négocié et obtenu un cessez-le-feu avec les combattants du Hezbollah. Eh bien, comment analyser ce cessez-le-feu? On en parlera avec notre consultant dans quelques instants. Et quant aux sujets principaux, on parlera notamment de la République centrafricaine sous le prisme de tentative de déstabilisation quand la manipulation de l'information entre dans le jeu. La manipulation de l'information par les officines de Lucifer au Centrafrique, orchestrant une campagne de désinformation à travers certains médias locaux, sème la confusion et la tension au sein des populations. L'affirmation selon laquelle des chauffeurs camerounais de convois ont été abattus pour certains et torturés pour d'autres, soit disons par des soldats russes, est un exemple indéniable des campagnes de désinformation qui ont pignon sur rue dans le pays. Une situation sujette à des interrogations et qui appelle notamment à plus de vigilance et à une riposte digne d'une victoire incontestable. Pourquoi la RCA est-elle de nouveau sujette à une tentative de déstabilisation? On en parlera également dans quelques instants. Et puis on ira dans le Sahel. Oui, dans le Sahel, on va parler du Mali et sous le prisme là du limogeage de Choguel Kokala Maïga. On s'interroge s'il s'agit tout simplement d'une réorientation stratégique de la transition. En tout cas, Choguel Maïga n'est plus le premier ministre du Mali. Haute trahison ou devoir citoyen, pour avoir dit ce qu'il pense, l'ex-premier ministre a pris une claque sans équivoque. Selon lui, la transition était censée prendre fin le 26 mars 2024. À la place, c'est toujours selon lui un report s'inédié unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement, qui a été validé. Chose que n'a pas digéré le docteur Kokala Maïga au point de reconnaître qu'il se contente des rumeurs de la presse ou d'une interprétation aléatoire des faits et gestes du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Eh bien, comment comprendre ce limogeage de Maïga? Peut-on y voir une stratégie concertée avec le président Assimi Goïta pour mieux préparer les échéances électorales? Sinon, le départ de Choguel Maïga implique-t-il une réorientation stratégique de la transition? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Merci de faire confiance à la télévision panafricaine, Pan-African Media. Eh bien, nous le disions, nous sommes toujours avec l'inamovible et l'incontestable président Bandakani, consultant exclusif de Presse Géopolitique. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à toute l'équipe de Pan-African Media, bonsoir à tous nos affidés qui sont attachés à notre émission, à notre télévision, Pan-African Media TV, tous les sympathisants, tous les techniciens grâce à qui on est... on arrive à voir quand même, à se faire voir. À se faire voir grâce à qui on est en standard. Oui. Donc vraiment, je te salue toi-même. Merci, Président. Voilà, Dieu a voulu qu'on soit là ce soir et nous sommes là. Merci d'être là, Président Bandakani. Nos téléspectateurs nous ont demandé, mais pourquoi depuis on n'a pas produit? Eh bien, c'est l'occasion, pourquoi pas, de leur répondre. Bien sûr. Oui, il s'agissait tout simplement d'un transfert technique. Nous étions en train de préparer nos nouveaux locaux et c'est désormais prêt. Pan-African Media a donc ses nouveaux locaux en ce qui concerne la ville de Douala, au PK8 à l'université privée ESG Campus C, tout simplement. Donc, pour tous ceux qui connaissent cet endroit, c'est là où se trouve le nouveau siège de Pan-African Media. Président Bandakani, peut-être un mot, hein? Ben, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui. Nous avançons lentement, mais très très sûrement. C'est un très grand projet médiatique qui est porté par Pan-African Media. C'est un projet panafricaniste, dans la véritable tradition panafricaniste.
Il vise à diversifier l'offre médiatique panafricaniste, en partenariat avec la Maison Mère. Oui, Afrique Média, il faut diversifier l'offre panafricaniste dans le sens de rajeunir cette offre-là, de la rafraîchir, tout en maintenant la base de radicalité au sens noble du mot. Oui. Au sens noble du mot. Donc il est important, n'est-ce pas, de suivre de très près cette évolution. Il faut se féliciter, Bachir, de franchir cette étape qui est le prélude, n'est-ce pas, aux étapes qui vont suivre, à savoir renforcer les moyens techniques, renforcer les moyens humains, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, cette aventure continue de prendre corps dans le sens d'une véritable innovation. En tout cas, on se réjouit, n'est-ce pas, de ces nouveaux locaux, n'est-ce pas, qui désormais hébergent, n'est-ce pas, la télévision panafricaine Média. Merci en tout cas au président Bandakani pour l'engagement, il faut bien le dire. Beaucoup de téléspectateurs me chargent de vous saluer, je ne peux pas tous les citer, mais pour la plupart, vous les connaissez de nom, vous les connaissez par leur engagement dans le combat panafricaniste. Avant d'aller dans notre mise en bouche, président Bandakani, je voudrais qu'on essaye de dire un mot sur le nouveau mouvement populaire qui prépare cette fois-ci la conférence des militants. Ce sera le samedi 14 décembre 2024 à la salle des fêtes de la Providence à la rue Njonjo, donc à Bonapriso, c'est à Douala. On a rue Koloko, voilà, rue Koloko à Douala. Oui. On a volontairement choisi de ne pas faire, de pas médiatiser l'activité. Oui. Il y a des choses que nous préférons travailler dans l'anonymat. Donc, effectivement, c'est la grande conférence des militants. Oui. C'est une tradition NMP, mais cette fois-ci, c'est une tradition qui prend une envergure plus large, plus grande. Parce qu'il est question de redéfinir, n'est-ce pas, la projection du mouvement à l'échéance 2025. C'est pas dans le cadre d'un véritable plan d'action qui sera partagé et d'une véritable remobilisation des militants sur la réalisation de ce plan d'action. Donc vraiment, c'est un événement extrêmement important. Il faut remettre le militant au centre de l'action politique, oui, au centre de la démarche du parti. C'est le militant qui fait le parti. De la question de remettre le militant au centre de l'activité du parti, lui redonner une nouvelle conscience de ses responsabilités. Parce que dans les mois qui arrivent vont être sont des mois très exigeants, oui, au niveau de l'activité du NMP, qui va beaucoup se réorienter, politiquement parlant, sur l'objectif qu'on appelle Cameroun, que nous appelons objectif Cameroun. Oui. Donc voilà un peu l'importance de cet événement-là. En tout cas, nous serons donc, comme toujours, au rendez-vous, puisqu'il y aura beaucoup à faire pour que les différents panafricanistes dans le monde puissent être informés de ces activités. Président Bandakani, allons à présent vers le Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou, à la grande surprise, en tout cas moi j'étais surpris, hein, on constate qu'il a négocié et obtenu un cessez-le-feu dans cette guerre qu'il a déclenchée contre le Hezbollah du côté du Liban. Bon, ben non, mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Sa cruauté, sa pollution criminelle, n'est-ce pas, Bachir, ça a des limites. Hein. Oui. Vous pouvez être le plus grand criminel de la terre, mais vous vous arrêtez à un moment donné, là où les lois objectives de la vie, les lois objectives de la nature, bon, vous arrêtez. Quoi qu'on dise, c'est pas parce que le fait d'avoir zigouillé les dirigeants, que ce soit du Hamas et du Hezbollah, ne confère pas à Israël une victoire militaire. Oui. Aucunement. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Et puis, la défaite morale d'Israël est consacrée. Aujourd'hui, c'est établi. Netanyahou est discrédité, c'est un criminel, il est discrédité. Il est très contesté à l'intérieur, et les fissures, les désaccords sont énormes au sein de l'appareil gouvernemental. Ça s'est traduit par sa séparation avec l'ex-ministre de la Défense. Oui. Les otages ne sont pas toujours libérés. Et puis, il y a un changement politique très important pour la géopolitique mondiale au niveau des États-Unis, même si on l'a souvent considéré de manière seulement légère que M. Donald Trump était un ami de Netanyahou, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Entre eux, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a tout un concours de circonstances qui, n'est-ce pas, favorisait, n'est-ce pas, un événement comme celui-ci. Ce n'est pas une surprise. Oui. À défaut de le faire avec le Hamas, on le fait avec le Hezbollah. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi, ça ne pourrait pas être vu aussi comme une sorte
d'échec dans ce qu'ils voulaient réellement faire, parce que l'intention était quand même d'exterminer le Hezbollah à travers sa guerre contre le Hamas. Bon, donc d'abord, il avait échoué le jour où il avait commencé. Puisque je vous dis, on nous a menti sur ce qui s'est passé le 7 octobre. On a menti parce que les versions officielles sont fausses. Oui. Ouais. On ne peut pas être juge et parti. Maintenant, on sait beaucoup de choses, ce qui s'est passé. On sait beaucoup de choses. Par exemple, on a enlevé les gardes aux frontières à la veille, Bachir, à la veille, à quelques heures de l'opération, Oui. alors que l'armée israélienne était au courant Oui. de ce qui se tramait. Oui. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a menti. Il y a eu de la propagande. Et le fait qu'on a menti montre que Netanyahou cherchait un prétexte pour épancher sa pulsion criminelle, sa pulsion génocidaire. Donc, il avait déjà échoué. Ceux qui étaient informés avaient déjà échoué parce que moralement, c'était irréalisable, c'était inacceptable. Voilà, donc, on est dans l'échec d'une stratégie que Netanyahou a construite pendant des années, des décennies, à savoir discréditer la cause palestinienne, l'effacer dans la mentalité mondiale, en remplaçant la cause par un nature terroriste, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent la réaction palestinienne. Oui. Donc ce projet-là, il a échoué. Derrière cette stratégie, bien évidemment, il y avait des gros intérêts financiers et économiques à Gaza. Il y a beaucoup de richesses sous Gaza. Il y a de grands enjeux économiques, tout ça. Il y a tout ça derrière, quoi. Alors, Bachir, on a affaire à un criminel, un criminel qui, je le répète encore, qui est habité par une pulsion criminelle inhumaine. Ça s'est manifesté là. Tout ça a été couvert par une propagande internationale. On a brutalisé les gens, on a menti, on a désinformé pour masquer le fait que tout l'Occident cautionne un génocide, tout l'Occident protège un génocidaire en plein jour, mon cher Bachir. Donc, ça allait se fatiguer, ça allait s'épuiser. Ils ne peuvent pas gagner. Et pourtant, on présente quand même les États-Unis et la France comme étant ceux qui ont, si vous voulez, manœuvré pour à l'aboutissement de ce cessez-le-feu avec le... Oui, bien sûr. Mais il fallait bien ça, puisque Kamala Harris n'ayant pas gagné, tout le plan qu'il y avait derrière Kamala Harris, là, je vous rappelle qu'elle remplace l'intelligence par les talons qu'elle porte à tout vent et un sourire guégonard. Donc, alors que elle marche sur l'intelligence. Donc, si Kamala Harris avait gagné, tout le plan là, la guerre serait intensifiée et il y avait même les plans pour une confrontation mondiale, n'est-ce pas? Même si ce n'était pas généralisé, mais mondiale, avec, par exemple, la Russie, pour ne parler que de la Russie. Oui. Donc, ça a échoué, ben, on essaye de sortir avec Bachir un peu d'honneur. On veut blanchir ses crimes, son image. Le vaurien de l'Élysée sort. Mais est-ce qu'il est possible, justement, est-ce qu'il est possible de sortir avec honneur, puisque on voudrait sortir avec honneur, oui, est-ce qu'il est possible de sortir avec honneur quand on sait quand même que la Cour pénale internationale, elle est ce qu'elle est, mais elle a envisagé quand même... oui. D'abord, fondamentalement, oui. Kamala a échoué pour le plan, parce qu'il fallait gagner aux États-Unis pour continuer, pour passer à une autre étape de tout ce qu'on a fabriqué dans l'épicentre de Gaza, Oui. mais qui a un objectif qui était plus large, qui était plutôt mondial. Oui. Je vous dis, ça a échoué. Et arrive au pouvoir aux États-Unis quelqu'un qui est clair et dit moi je veux la paix en Ukraine. Oui. Et même au Moyen-Orient, il va négocier la paix. Oui. Le Trump de 2020 ou de 2016 n'est plus le même Trump aujourd'hui. Oui. Ces relations avec Netanyahou ne sont pas ce que les gens imaginent. Donc, Trump, c'est un transactionnel, il est pragmatique et réaliste. Les conditions aujourd'hui font que, moralement, Netanyahou n'est plus fréquentable. Et on veut le sacrifier pour préserver Israël. On veut le sacrifier pour sauver, n'est-ce pas, le cartel dont il n'était que l'exécutant majeur. Donc, voilà pourquoi je parle de vouloir fabriquer une sortie d'honneur. Macron veut bien, il faut bien que Macron ait un cessez-le-feu pour parader sur la scène politique française où à tout moment là il peut être destitué parce que si le gouvernement tombe,
il n'est pas exclu que ça débouche sur l'exigence forte de sa démission. Oui. Dans la situation en France, Oui, voilà. oui, elle est très tendue en tout cas, la Voilà. situation. Oui. Il faut qu'il y ait une tribune où il fait semblant d'exister, le rôle international de la France et toujours. Et en ça, il y a même la symbolique du Liban. Le Liban, c'est la France. C'est-à-dire, la France n'existe qu'au Moyen-Orient, en grande partie que par le Liban. Oui. C'est-à-dire, la situation que le Liban vit a achevé de convaincre les gens sur l'inutilité géopolitique de la France dans le monde et le caractère désormais atone de sa voix. Sous M. Macron, chez tout ça, il faut bricoler ça. Je ne parle même pas du sénile. À partir du moment où le sénile universel, vous voyez ça, je l'appelle le sénile universel, est foutu, il est sorti. Macron a encore 2 ans. Il faut essayer de sauver le soldat Macron d'une certaine manière ou d'une autre. Oui. Parce que, en même temps, la défaite du sénile universel, son départ, et l'échec du plan, si c'est suivi de la chute de Macron, c'est beaucoup pour l'État profond. Oui. Donc on bricole un peu un truc. C'est-à-dire que l'Occident s'effondre là. Pour donner un peu du crédit à Macron, qu'il donne un peu une certaine présence internationale. Et vous avez vu après, il allait faire un discours en France pour dire voilà, c'est le fait et tout et tout. Qu'il n'a pas pu obtenir, n'est-ce pas, à Gaza. On a pu obtenir à Gaza, par exemple. Donc voilà, donc c'est tout ça. C'est un des gesticulations. Alors parlons un tout petit peu de ce mandat de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Ben écoutez, nous, les panafricanistes, nous militons pour la destruction de la CPI. Nous ne reconnaissons pas la justice internationale. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est du brigandage, c'est de l'escroquerie, c'est de la sorcellerie. Donc, au préalable, il faut le dire. Voilà. Oui. Maintenant, ne comptez pas sur moi pour féliciter la CPI, c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas Netanyahou qu'il faut seulement arrêter. Il faut arrêter Israël, il faut stopper Israël. Il faut arrêter tous ceux qui ont protégé Netanyahou, qui ont cautionné sa démarche, son génocide. Tous ceux qui l'ont encouragé, qui l'ont armé, qui l'ont financé. Ça veut dire qu'il faut arrêter le sénile universel. Et c'est véritable que, lui, il n'est qu'un pantin dans les mains du criminel Obama et de tous les Larry Clinton, le couple Clinton, les Nancy Pelosi. Voilà des assassins qu'il faut attraper. Donc il faut arrêter Trudeau du Canada. Il faut attraper évidemment le Tintin de l'Élysée. Il faut attraper la sorcière de l'Union européenne. Donc, une fois de plus, on est dans une opération, je répète, qui vise à sacrifier l'exécutant, premier plan, pour protéger Israël en l'État. Mais c'est qui Israël? C'est l'État colonialiste, c'est l'État qui pratique l'apartheid, c'est l'État qui génocide le peuple palestinien et qui fait subir à l'humanité une défaite morale, une défaite éthique rarement atteinte. Est-ce que la démarche que quelqu'un génocide en plein jour, en plein début du 21e siècle, et pendant ce temps, les gens fanfaronnent sur le plan international, on ne peut pas dire c'est une honte. Est-ce que la démarche de la CPI ça consacre la défaite totale aurait pesé d'une certaine manière? Est-ce que la démarche de la CPI aurait pesé d'une certaine manière dans l'aboutissement de cessez-le-feu? D'abord, il ne sera pas arrêté. Ils vous ont dit qu'ils ne vont pas l'arrêter. Donc, une fois de plus, le petit procureur de la CPI qui veut communiquer pour dorer le blason d'une institution criminelle discréditée qui ne sert à rien, mais ça va s'arrêter. Maintenant, il a voulu se distraire, il dit qu'il va arrêter le président de la Bimani. Bon, tout ça, ça fait pitié. Donc, la CPI, pour nous, ne sert à rien dans le monde. C'était un instrument géopolitique en vue de la recolonisation du continent africain, en particulier, et de l'accélération de l'agenda mondialiste dans le monde. Les peuples doivent être souverains, ils se donnent la justice qu'ils veulent, et quand ils ont des dirigeants qui se transforment en tyrans, on laisse à ces peuples-là de renverser leurs tyrans. Il n'y a pas cette histoire de justice internationale qui ne signifie rien, Bachir. Dans son essence et dans sa mise en œuvre, dans sa structuration en tant que juridiction, elle ne sert absolument à rien. Elle fait honte au droit et elle fait honte à l'idée de justice. Président Bandakani, est-ce que ce cessez-le-feu pourrait être le départ ou le début de la fin de la guerre même à Gaza? Faites pas de politique et la géopolitique avec des vœux. Non, c'est pas avec les vœux. On mesure les rapports de force et on voit les dynamiques qui sont à l'œuvre au niveau des changements des dirigeants, etc. L'arrivée du président Donald Trump aux États-Unis, évidemment, va modifier, va changer les choses. Lui-même, Trump n'a pas le choix. Il fait face à des changements géopolitiques majeurs dans le monde, avec un rôle de plus en plus déclinant de la puissance américaine. Il va faire avec ça. Et puis il n'a pas le choix, il va s'occuper de l'Amérique d'abord à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a été élu. La pression et la demande des électeurs est telle qu'il n'aura pas assez de temps pour aller faire les guerres comme premier mandat. Donc du coup, il doit essayer d'éteindre certains épicentres stratégiques, n'est-ce pas,
et se concentrer sur son plat préféré. Hein, c'est la Chine. Voilà, c'est la Chine. Donc, à partir de là, oui, on peut espérer que ça peut créer les conditions d'une espèce d'abaissement de la violence de la guerre au niveau du Moyen-Orient. Mais ça, il ne faut pas la géopolitique avec les vœux. Très bien. On voit très bien les rapports de force, on voit les modifications qui vont s'opérer à travers l'action de nouveaux dirigeants. Mais ce cessez-le-feu, ça augure, ça trace, ça montre que les guerriers, les génocidaires comprennent que, bon, il y a une nouvelle donne. Ils se donnent déjà les moyens de s'adapter sans perdre la face. Ben, ils ont déjà perdu la face. Président Bandakani, comme toujours, en sortant de ce sujet, l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique pourrait retenir de tout ce qui a pu se passer jusqu'ici, du déclenchement de cette guerre inutile jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui d'un cessez-le-feu? La première chose, Bachir, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis 15 ans, les panafricanistes. Pour dire que le fait d'être faible, c'est là ta force. Le fait d'être faible est ta force. Oui. Il y a aujourd'hui de nouveaux théoriciens de la géopolitique mondiale qui travaillent sur cette notion de force de la faiblesse. Les Africains doivent comprendre ça aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, Bachir, il y a une espèce d'équilibre de la puissance qui crée une opportunité pour les nations dites faibles. Oui. Pourvu que ces nations aient de l'imagination. Que ces nations transforment en force géopolitique justement leur faiblesse. La géopolitique est en train de sortir de ses racines territoriales, géographiques, brutales, militaires, etc. Pour basculer dans un nouvel ordre qui sera basé plus sur les valeurs, sur une certaine éthique universaliste qu'on saura mettre en avant. C'est ça la géopolitique. Mais ça ne demande pas d'être très puissant militairement pour un départ, oui. Mais d'être très offensif au niveau de construire une puissance axiologique pour user des valeurs qui dessinent de nouvelles perspectives pour l'humanité. Mettez-vous en première ligne. Bachir, ça marche. Dans un monde multipolaire, ça donne la possibilité de jouer sur ces leviers-là. Et l'Afrique, n'est-ce pas, a toutes ses chances. C'est en cela qu'il faut tirer, c'est en cela que nous nous impliquons à fond, Bachir, dans ces conflits-là. Et souvent, certains disent que, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ça ne nous concerne pas. Et ils ne comprennent pas. La géopolitique, c'est globalisé. Oui. C'est globalisé, donc tous les problèmes du monde sont les problèmes que nous devons prendre en charge, Bachir. Justement, dans cette perspective, de profiter de cette nouvelle évolution de la géopolitique qui va dans le sens d'espoir des valeurs. Quand un pays comme la Russie décide, par exemple, que le transgenre et la transidentité constituent désormais, participent désormais du terrorisme. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez là une évolution qui est un indicateur clair de ce que je suis en train de vous dire. Oui. Là, quand vous regardez un président comme Donald Trump qui arrive, il vous dit que moi, les 15 000 transgenres qu'il y a dans l'armée, allez chercher notre travail. Démissionnez avant que je n'arrive, sinon je vais vous licencier. Vous le voyez, Bachir, ça veut dire quoi? Vous avez là un indicateur, n'est-ce pas, de cette nouvelle évolution de la géopolitique. Bachir, ici, on peut avoir des conflits géopolitiques sur le terrain de ce que j'appelle les intérêts classiques séculaires de la vieille géopolitique. On peut avoir des conflits économiques, on peut avoir des conflits stratégiques. Mais Bachir, est-ce qu'on peut nier qu'on va se retrouver au niveau des valeurs? On va converger. Si les Africains sont tous contre cette saloperie, cette sorcellerie qu'on appelle transgenre, transidentité, vous faites comment pour ne pas vous retrouver avec Donald Trump sur ce terrain-là? Oui. Ce n'est pas le seul terrain. Oui. Vous pouvez vous retrouver, on se retrouve sur la défense de la souveraineté. Oui. Trump, ce n'est pas un mondialiste. Vous vous retrouvez tout en ayant des divergences violentes. Mais vous vous retrouvez. Oui. Vous avez des divergences violentes, créer des convergences fortes. C'est un niveau Il y a toujours quelque chose qui c'est un niveau de complexité de la géopolitique qui n'est pas à la portée de tout le monde. Oui. Et c'est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique. Extraordinaire. Il faudra savoir jouer. Il faudra savoir mobiliser nos populations dans de nouvelles diplomaties géopolitiques. Cette fois-là, qui n'est pas seulement, qui ne consiste pas seulement à prendre en charge les intérêts nationaux, mais rapidement, plus on voit aujourd'hui que les intérêts nationaux ne vont pas prospérer sans
c'est une perspective globale. Il faut savoir donc articuler les intérêts nationaux avec la perspective globale. Et par rapport à ça, Bachir, le panafricanisme est le seul médiateur valable. C'est la seule instance valable qui permet de réussir cette articulation. Bachir, donc c'est une opportunité extraordinaire, Bachir. Des présidents comme Traoré, l'AES l'a compris. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que le président Traoré burkinabé est en train de faire, quand il donne de la nationalité burkinabé à des Chinois, on est dans cette géopolitique-là, Bachir. Dans cette géopolitique-là. Donc c'est beaucoup d'opportunités. Moi, je vous dis, sur ce terrain-là, Bachir, quand on parle de l'émergence d'un Sud global, ce Sud global-là, il a quoi en termes militaires? Il n'a pas grand-chose sur le plan militaire. Mais il est puissant. Parce que lui, désormais, il est à l'abri de toutes les dérives dans lesquelles les puissances, les vieilles puissances géopolitiques se sont abîmées. Sud global, il est porteur de renouveau, il est jeune à tout point de vue, il est la réserve des valeurs de l'humanité à tout point de vue. L'avenir, c'est le Sud global. Non, mais c'est à nous de savoir anticiper cette évolution-là, Bachir, pour être des acteurs majeurs de ce monde nouveau. C'est à nous de savoir anticiper donc pour être des acteurs majeurs de ce monde de nouveau. Merci, Président Bandakani. Voilà qui referme cette première partie. C'était notre mise en bouche. Allons, avec une très courte transition, évoquer la question centrafricaine. Voilà, merci de nous retourner l'antenne si vous nous rejoignez à l'instant. C'est bien Presse Géopolitique sur les antennes de Pan-African Media. Et ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, nous sommes avec le consultant exclusif de cette émission, le président Bandakani. Président Bandakani, la RCA de nouveau dans le viseur des déstabilisateurs. Cette fois-ci, il y a comme une sorte d'accélération, si je puis le dire ainsi, ou une sorte de collision entre la déstabilisation militaire, notamment à travers les rebelles, mais aussi celle médiatique, puisque chaque geste, chaque fait aujourd'hui des autorités centrafricaines est interprété d'une certaine manière et distillé dans l'opinion publique. Alors, quelle réaction? Mais les ennemis de la Centrafrique, dont la France et ses parrains internationaux, dans une bonne partie de l'Occident collectif, mais si militairement, ils ne sont plus à l'offensive, mais ils sont très à l'offensive sur la guerre de l'information, au terrain médiatique. C'est ça que leur reste. Il y a une façon de diaboliser les dirigeants. Donald Trump l'a vécu au niveau des États-Unis. Diaboliser un dirigeant, lui faire pression mentalement, le discréditer dans ce qui constitue sa matrice principale de mouvement et l'exposer. Bachir, c'est ça la nouvelle forme de déstabilisation géomédiatique. Voilà, donc le président Touadéra est au cœur de ça parce que les rebelles, non pas les rebelles, la France ayant échoué sur le plan militaire, il lui reste la désinformation, la guerre de la désinformation, qu'elle essaie de structurer en lui donnant une façade de crédibilité. C'est l'histoire de sa coalition des lanceurs d'alerte, la plateforme des imbéciles qui se font appeler lanceurs d'alerte. C'est Forbidden Stories, je crois. Ce groupe-là, on structure, ce sont des lanceurs d'alerte internationaux qui se battent pour prévenir les assassinats de journalistes, protéger les journalistes qui sont menacés. Ouais, bah, sur cette façade-là, on a lancé une campagne pour diaboliser la présence russe en Centrafrique, d'un côté. L'autre côté, d'essayer de déstabiliser le président Touadéra. Se dit bien que sur sa matrice de mouvement principal, le panafricanisme. Il est question de démontrer que cette tournée en France, cette visite en France, relève de la trahison. Relève de la trahison, d'un renoncement, n'est-ce pas, au panafricanisme. Une sorte de rapprochement. Tout à fait. Avec Et que le partenariat stratégique qui lie le Centrafrique à la Russie relève du banditisme, de la violation des droits de l'homme et d'un bourreau russe
qui se présente en sauveur, en se servant directement sur la bête, c'est-à-dire en pillant les matières premières. Alors, c'est ça le projet de la France. Et à travers ça, je vous en prie, elle espère donner des moyens à ces troupeaux locaux pour rebondir. C'est ça la dynamique. Quelle est donc elle n'a jamais changé, ça a toujours été ça. Ouais. Sauf que maintenant, ayant perdu sur le terrain militaire, n'est-ce pas, elle veut dénigrer les victoires du président géopolitique, du président Touadéra, camoufler sa honteuse défaite en Centrafrique derrière ce type de désinformation. C'est cela qu'il s'agit. Alors, président Bandakani, justement, quelle est la bonne approche de ce rapprochement, entre guillemets, de Bangui et Paris? Il n'y a pas de rapprochement. Il ne faut pas la géopolitique avec les émotions. Oui. En géopolitique, les ennemis d'aujourd'hui sont les amis de demain. Les amis de demain sont les ennemis d'aujourd'hui. La vérité est simple, c'est la France qui a décidé de reconnaître le fait qu'elle a perdu en Centrafrique, de renouer le contact avec le président Touadéra. Mais il revenait donc au président Touadéra, pas de dire que je ne vous reçois pas au nom d'un panafricanisme réactionnaire, non. Ça a été de dire, ok, je verrai comment maintenant que toi tu reconnais que tu as perdu, dans quel sens ça servira à mes intérêts. Alors c'est ça qui a justifié ce déplacement en France. Et il a obtenu des choses de président Touadéra. Lever de l'embargo militaire, lever de l'embargo sur le diamant centrafricain. Mais est-ce que les gens savent ce que ça signifie en Centrafrique? Pour un État qui a un budget pratiquement de moins de 300 milliards de francs CFA, est-ce que ceux qui critiquent le président Touadéra savent de quoi il parle quand on voit d'où vient ce pays et quelle est la maigreur des moyens dont dispose l'État centrafricain? À qui on a fermé tous les guichets. Combien de fois le président Touadéra a dénoncé dans les tribunes internationales ce que son pays subissait? Et avec quel langage? Combien de présidents ont eu le courage de poser le problème de leur pays de cette manière-là? Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'enfermer chez lui et attendre qu'on vienne le sortir de ces problèmes parce qu'il a un discours panafricaniste. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même que les Africains soient un peu cohérents avec eux-mêmes. Tous ces Africains qui restent en France, est-ce que pour autant on va décider que, bon, comme ils restent en France, ils sont tous des traîtres? N'y a-t-il pas des gens qui se le clament panafricanistes tout en restant en France? Qui leur fait le procès de l'incompatibilité entre le panafricanisme et le fait de séjourner en France? Pour ça, Nicolas Abou, qui enseigne en France, n'est-il pas un panafricaniste? Et un vrai? Il faut arrêter ce genre d'enfantillage. Si on estime que la France n'est pas fréquentable, on ne doit pas aller en France, mais que les Africains même cessent d'aller fréquenter en France, d'aller prendre les visas en France, je l'ai toujours dit. Mais nous ne faisons pas ce type de procès. Il faut faire attention à prendre, je crois que la politique, c'est dans votre chambre, votre émotion, et que ce que vous souhaitez est automatiquement réalisable. C'est pas comme ça, Bachir. Entre ce que vous souhaitez et ce qui est réalisable, il y a encore beaucoup de compromis, beaucoup de travail qu'il y a à faire. Et le président Touadéra, il est soumis à cette pression-là. Et il le fait très bien. Deuxièmement, Bachir, pour aller dans le fond des choses, mais c'est incroyable. La ligne rouge qui démontrerait que le président Touadéra aurait trahi le panafricanisme, mais c'est le départ des Russes en Centrafrique. Ah oui, c'est ce que la France a toujours exigé. Alors, ce qu'on lui reproche. Alors, bien que le président ait quand même rappelé à maintes reprises, il faut bien le dire, c'est vous qui m'avez poussé dans les bras des Russes. Il n'a même pas à le rappeler. Et on a trouvé satisfaction, puisque la présence des Russes a permis, il faut bien le dire, de reconquérir le territoire. Bien sûr, de mettre les rebelles en débandade, n'est-ce pas? Et on va continuer à détruire ces voyous, ces criminels, ces terroristes. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Je suis d'accord qu'il faut maintenir cette pression. Il est normal que l'opinion globale panafricaniste maintienne une pression sur les dirigeants pour leur rappeler, n'est-ce pas, à une certaine exigence liée à tirer toutes les conséquences de ce que la page est tournée. Ben, le Centrafrique, c'est quoi? Quels sont les moyens qu'il a sous la main? En dehors de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, il est encore dans le carcan du franc CFA. Il ne sortira pas seul de là, puisqu'il sort de la guerre. Et son territoire n'est pas encore totalement pacifié. C'est un fait, Bachir. Centrafrique a pour frontière le Soudan, le Tchad, la RDC, etc., qui sont tous des frontières sur lesquelles pèsent de nombreuses et fortes menaces. Bachir, un, de deux. Le président Touadéra, il a bousculé le carcan monétaire dans la sous-région en innovant avec la monnaie numérique. Et vous savez que ça a bousculé. La BEAC a été obligée de s'adapter. Parce qu'il essaie de voir dans quelle mesure, malgré le difficile héritage qui est le sien, comment est-ce qu'il peut bousculer les rapports de force monétaire. Bachir. Mais tant qu'il y a le carcan monétaire du franc CFA, c'est très compliqué.
Parce qu'on lui ferme les guichets internationaux. Le temps que les configurations géopolitiques mondiales mûrissent et maturent, de manière à ce que, par exemple, l'alternative monétaire soit une réalité, de manière à ce qu'un seul État africain peut dire, moi je sors du franc CFA, il n'y a pas de problème. Il a fallu travailler, il a fallu se battre pour qu'on y arrive. Voilà. Donc maintenant, il essaie de profiter de toutes ces opportunités-là pour desserrer les taux qu'il y a sur son pays et réaliser le fabuleux potentiel, n'est-ce pas, que représente le Centrafrique. Alors, président Bandakani, ceux qui mettent la pression sur les dirigeants centrafricains exigent le départ des Russes. Alors, les Russes ne sont pas partis. Non, c'est la France. Oui, d'accord. Les Russes ne sont et pas les Américains. Les Russes ne sont pas partis et ils ne sont pas prêts de partir, tel que nous voyons des choses. Mais ces mêmes Russes sont accusés par certaines voix de commettre, si vous voulez, de s'en prendre aux civils. Et la dernière actualité en date, c'est naturellement le chauffeur camerounais tué. Et beaucoup de voix se sont levées très très tôt pour dire qu'il s'agissait d'un soldat russe qui aurait tiré sur lui. Alors, nous sommes allés à la source, président Bandakani, et nos sources du côté de la RCA nous ont révélé qu'il n'en était rien. Le Russe, d'ailleurs, en question, lui-même avait pris une balle au cours de cette opération. Et je précise que nous sommes autorisés à diffuser ces images. Donc, rien de grave. Nous sommes autorisés à diffuser ces images donc, du Russe en question qui lui-même est à l'hôpital aujourd'hui. On a pu quand même... Il est sorti de... Comment on dit ça? Oui, de la zone de danger. De danger, voilà. Il est vivant, il survivra, ça c'est sûr. Mais il a été aussi blessé. Alors, nous avons également reçu le témoignage du convoyeur, du chauffeur qui est décédé et que son âme repose en paix. Je crois qu'avec la complicité de la réalisation, c'est vrai que la qualité sonore n'est pas très bonne, mais on va essayer d'écouter ce qu'il a dit et on revient juste après. On appelle l'ambassade. C'est le convoyeur. On a fait de monter une montagne. Notre camion est en train de chauffer. Et après que le Russe est venu, il serait devant nous. Et mon chauffeur est descendu. Et le chauffeur de Russe est venu, ils sont partis en bas à l'intérieur de la remorque. J'ai seulement entendu un coup de feu. J'ai mis la tête sur la tribune et j'ai vu mon chauffeur est à terre en train de parler. Et notre sécurité qui est à côté, le bas lui, il a pris au pied. Et lui-même, il est à terre aussi. Et ils étaient dans le cabine, ils n'ont pas sorti. Ils voulaient sortir, on m'a dit qu'ils ne sortent pas, ils restent dans le cabine. Jusqu'à, ici, dans le cabine, jusqu'à 16h. Ils sont venus, ils ont quitté de Bangui, arrivés là-bas, on nous a fait sortir et nous ramener à la brigade. La personne qui a tiré, elle ne connaît pas la personne qui a tiré. Moi, j'ai entendu c'est un coup de feu. Je ne peux pas dire que c'est lui qui a tiré. J'ai entendu un coup de feu, c'est le nom que j'ai vu, c'est le nom. Mon chauffeur a terre. Voilà, merci donc à nos sources du côté de la RCA pour ces éléments plus ou moins exclusifs. Alors, juste pour compléter l'information, donc après le convoyeur, donc on nous a rappelé que pendant que le véhicule du Camerounais, du chauffeur, pendant que le camion avançait, donc ils avaient des problèmes de chauffage. Et à chaque fois, il fallait s'arrêter après un certain nombre de kilomètres pour essayer de mettre l'eau dans le radiateur. Mais arrivé à un niveau, ils se sont arrêtés et le Russe est venu devant eux pour leur dire on ne faut pas s'arrêter ici. Selon nos informations, la zone est dangereuse. Donc le chauffeur est descendu pour essayer de voir ce qu'il était possible de faire avec le soldat russe. Et c'est là, bon, les coups de feu sont partis. Malheureusement, le soldat camerounais a trouvé la mort. Alors le convoyeur dit je ne peux pas dire qui a tiré. Je ne peux pas dire que c'est le Russe qui a tiré. Mais tout ce que je sais, c'est que lui-même, il a pris une balle et nous avons des images. Président Bandakani, quand on a écouté ça, la question qui me vient en tête, mais
Alors, quel est le but recherché par ceux qui essayent de distiller cette fausse information selon laquelle un soldat russe servant en RCA a tué un chauffeur camerounais? Qu'est-ce qu'on recherche, généralement? C'est la surenchère permanente, je vous le dis, c'est la guerre de l'information. Oui. On ne lâche pas prise, on ne lâche pas la moindre occasion qu'on a de diaboliser, n'est-ce pas, sa cible, parlons comme ça, de diaboliser la présence russe, d'essayer d'utiliser tous les artifices nécessaires pour créer des tensions entre les partenaires. Oui. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on n'est même plus Camerounais que les Camerounais. C'est-à-dire que tous ces agitateurs et tous ces guerriers, ces soldats de l'information qui font la guerre de la communication, ils sont tellement zélés dans leur entreprise qu'ils sont même plus Camerounais que les Camerounais. L'État camerounais gère ça dans la pure tradition de fraternité, n'est-ce pas, et de collaboration qui lie le Cameroun au Centrafrique. Il faut quand même rappeler que quelques heures après l'incident, le ministre camerounais des Relations extérieures a été envoyé du côté de la RCA. Il a été reçu en audience avec un pli fermé, bien sûr, pour le président Touadéra. Tout à fait. Alors, on ne connaît pas le contenu. Non, il n'y a pas de bruit. Oui. Il n'y a pas de bruit. Une fois qu'on a les vraies informations sur les tenants et aboutissants de cet incident, on tire les conséquences, mais dans le cadre dans le cadre fraternel habituel. Le Centrafrique et le Cameroun sont des pays frères. Cet incident qu'il faut déplorer, la solidarité qu'on doit présenter à la famille du défunt, ne sont pas de nature à remettre en cause des relations entre le RCA et le Cameroun, d'autant plus que on voit très bien que ce n'est pas une démarche de la Centrafrique, ni de la Russie, de vouloir créer des conflits avec le Cameroun. Aussi simple que ça. Donc on voit très bien à quoi est-ce que tout ça veut arriver. Sauf à démontrer que le Russe là est très fier de tirer sur lui-même et de se retrouver et de risquer à faire sa vie. Mais on ne voit pas l'intérêt. D'abord, quel est l'intérêt des Russes à ce type de situation? Et de deux, mais un incident dans une zone réputée extrêmement dangereuse, un incident comme celui-ci arrive et débouche sur des morts. Bachir, est-ce une action préméditée des officiels centrafricains? Est-ce qu'on peut arriver à ça? Puisque on veut créer un conflit entre le Cameroun et le Centrafrique, en impliquant aussi les Russes. Donc moi je pense que c'est vraiment de la manipulation de l'information qui rentre dans cette guerre. C'est une guerre elle est très intense, dans cette guerre de l'information, comme je l'ai dit, qui vise à diaboliser à tout prix quelqu'un ou bien une force qu'on n'arrive pas à battre sur le terrain militaire. Pour masquer une fois de plus les véritables raisons de la défaite géopolitique et politique de la France en RCA. Tout ça, ça vise, n'est-ce pas, à diluer les effets, n'est-ce pas, les conséquences de cette défaite-là. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, dans la foulée, justement, je crois que c'est le 25 de ce mois, il y a 3 jours, il y a eu une autre attaque, des mototaximens qui sont tombés dans une embuscade tendue encore là par des rebelles. C'était à 37 km de la ville de Ipi, sur l'axe Ipi-Bria. Alors, tous les 10 ont été tués, pour certains égorgés, président Bandakani. Ma question serait de savoir, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui a pu ressusciter cette autre façon d'opérer de ces rebelles? Parce que là, on arrive à rien. On sait que le pays, quand même, les FACA et leurs alliés avaient repris quand même le contrôle de presque tout le territoire centrafricain. Mais, ce n'est pas nouveau, hein. C'est une forme de reconversion pour essayer de s'adapter à la nouvelle donne militaire où ils sont pratiquement battus. C'est de cela qu'il s'agit. Mais le reste, c'est de continuer à semer de l'insécurité et à partir de là, dénigrer le gouvernement, impliquer la présence russe dans ce type de créer des incidents où on implique la présence russe. Ça permet de continuer à la diaboliser à outrance et à discréditer, n'est-ce pas, ce partenariat stratégique et le président Touadéra. C'est cela qu'il s'agit. C'est une autre reconversion. Là où les rebelles sont battus,
sur le plan strictement militaire, mon cher Bachir, mais ils se reconvertissent dans le grand banditisme, dans cette espèce de guérilla urbaine, mais qui est en réalité de la terreur qu'on distille au sein de la population. Mais c'est ça, c'est la continuité de cette même guerre-là, sur ce nouveau terrain, Bachir. C'est une forme véritable de déstabilisation, par des moyens asymétriques. Vous n'êtes pas à mesure d'affronter la puissance des FACA sur le plan militaire, mais vous créez une asymétrie en tapant sur les populations de manière maintenant à alimenter cette propagande, n'est-ce pas, contre le président Touadéra et le partenariat russe. Mais il est évident, les FACA doivent rapidement, n'est-ce pas, maîtriser cette nouvelle donne-là de manière à combiner le succès militaire sur le terrain et la capacité à gérer cette nouvelle asymétrie qu'on est en train de vouloir opposer aux FACA. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour remédier à cette situation? On sait que bon, les déstabilisateurs ne vont pas s'arrêter, mais il y a tout de même une stratégie aujourd'hui qui est mise en place, une sorte de force conjointe entre la République centrafricaine et le Tchad. Oui, pour lutter contre voilà, pour lutter contre cela. C'est une démarche, une très bonne démarche. C'est une très bonne démarche. C'est une démarche stratégique pour gérer les frontières, par exemple. Mais, je vous dis, on est là en face d'une asymétrie. Il faut que les FACA adaptent leur stratégie à cette asymétrie. C'est une forme de lutte contre le grand banditisme. C'est ça, c'est le grand banditisme, c'est du terrorisme au rabais qui utilise, n'est-ce pas, qui attaque les persécuteurs. On attaque les populations, n'est-ce pas, pour les empêcher de se livrer à leurs activités. N'est-ce pas, ça permet de déstabiliser le pays, n'est-ce pas, soit en recrutant, n'est-ce pas, à partir du moment où on a sémé la terreur. On peut recruter des gens, de nouveaux rebelles. Parce que ces temps-ci, il n'est pas toujours très bon d'être rebelle en Centrafrique avec la puissance des FACA. Pas. Donc, il y a tout ça bâché. Donc, c'est une nouvelle forme de rébellion. Les rebelles essaient de s'adapter, n'est-ce pas, à la nouvelle donne, je répète encore, en utilisant des moyens asymétriques. C'est cela qu'il s'agit. Donc, le gouvernement doit faire la part entre la guerre contre la rébellion armée, c'est une chose, mais la guerre contre le grand banditisme dans le cadre d'une asymétrie, n'est-ce pas, que les rebelles veulent imposer au FACA, doit faire l'objet d'une autre démarche, d'une étude et d'une maîtrise particulière pour anticiper et venir à bout de cette nouvelle stratégie des rebelles. Voilà. Très bien. Merci, Président Bandakani. En tout cas, nous restons les yeux rivés vers la RCA, ce pays qui s'apprête d'ailleurs à célébrer une de ses fêtes nationales. Ce sera le 1er décembre. Et c'est ce jour d'ailleurs qu'a pris fin les derniers préparatifs du défilé militaire et du côté de Bangui. Nos équipes seront sur place, il faut bien le dire, pour assurer également une couverture médiatique afin que ces images passent, et c'est de très belles images d'ailleurs, des FACA et leurs alliés. On a impliqué également d'autres forces sous-régionales qui participeront à ce défilé militaire. On va souffler encore un tout petit peu avec une courte transition et on revient aborder le dernier sujet de ce soir. Voilà, la nouvelle est tombée il y a quelques jours de cela, comme un coup de tonnerre. Choguel Kokala Maïga, le docteur Choguel Kokala Maïga, n'est donc plus Premier ministre du Mali, et en remplacement, naturellement, c'est Abdoulaye Maïga qui cumule avec les fonctions de ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Eh bien, ce limogeage de Choguel Maïga a quand même fait couler beaucoup, mais alors beaucoup d'encre et de salive. Président Bandakani, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle et comment vous l'analysez? Bon, nous avons pris nos responsabilités pour essayer d'accompagner de manière avantageuse pour le Mali, pour le panafricanisme, n'est-ce pas, cette contradiction, n'est-ce pas, qu'on aurait pu d'ailleurs gérer autrement. Le plus important, c'est de préserver l'unité du Mali, c'est de préserver l'unité entre les militaires et le peuple malien. Le plus important, c'est de sauvegarder et promouvoir les acquis. Oui. C'est ça qui nous intéresse. Alors, nous avons réussi à articuler une position de vérité, dans le sens de démontrer qu'une autre gestion de cette contradiction aurait été plus
nous aurait évité ce qui s'est passé en termes de trucs. Mais bon, c'est une bonne chose pour le Mali. Cette contradiction-là, si elle restait sur le tapis, son explosion aurait coûté plus cher au Mali. Mais aujourd'hui, et ça c'est le mérite de Choguel Maïga, en ramenant cette contradiction à la surface de façon visible, ça a permis d'anticiper quelque chose qui aurait pu être encore plus déstabilisatrice pour le Mali. Donc voilà comment moi j'analyse ça. Il ne s'agit pas de donner raison au tort à tel. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ce n'est même pas le but d'ailleurs. Voilà, il s'agit de tout faire pour que cette contradiction, au fur et à mesure qu'on la gère, ne débouche pas sur une remise en cause des acquis, ne débouche pas sur un retour de l'ennemi français, n'est-ce pas, en première ligne dans la déstabilisation du Mali. C'est d'éviter qu'il y ait une coupure entre le peuple, n'est-ce pas, et les militaires. Voilà, c'est de tout faire pour que le Mali soit encore plus fort, n'est-ce pas, de cet épisode plus ou moins malheureux de la vie de la transition. Voilà. Alors, Président Bandakani, est-ce que on peut se limiter tout simplement à voir le départ de Choguel Maïga comme une sorte de séparation avec la transition? Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il faut s'en tenir à ce qu'il a dit. Choguel Maïga, il a demandé d'être uni, de continuer à soutenir la transition, soutenir le président, etc. Donc c'est pas ce qu'il a dit. Je pense qu'il a posé un ensemble de problèmes sur la table qui sont des problèmes réels. Moi, je l'ai dit, on n'a pas à humilier un Premier ministre de la dimension de Choguel Maïga. Il n'y a pas à l'humilier. Deuxièmement, cette brutalité dans la gestion de cette contradiction, l'acharnement, cette espèce de violence qu'on a vue dans la manière de réagir, n'est pas un gage de sérénité. Nous analysons cette situation avec beaucoup de parcimonie et de responsabilité, mais on voit très bien que c'était pas une preuve de sérénité. Voilà. Donc maintenant, ça devient encore plus clair quand on sait maintenant que la page électorale est ouverte au Mali. Elle est ouverte maintenant de manière officielle. Est-ce que la transition est remise en question aujourd'hui? Non, le président Assimi Goïta a ouvert les portes à l'élection, qui sont censés mettre fin à la transition. Dans ce cas, est-ce qu'on pourrait voir donc ce départ comme une sorte de clarifier. Est-ce que ça peut être une stratégie concertée? Ça m'intéresse, je ne veux pas savoir. Sauf que je dis... Ça nous intéresse à ce niveau parce que vous avez tenu un discours vous avez tenu une analyse très très conciliatrice. Vous avez dit cette crise, c'est notre rôle. Très bien. On aurait pu la résoudre autrement. Oui. Justement, et c'est ce qui a suscité la question. Est-ce qu'on ne serait pas aussi dans une sorte de stratégie? Ce serait mieux. Je ne suis pas un sorcier. Le temps pendant le secret de Dieu, ce serait une bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Ce n'est pas nouveau. Le président Poutine l'a fait avec Medvedev. Ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas aussi loin de ça. D'ailleurs, ce serait une très bonne chose pour nous. Ce serait du génie politique. Parce que, d'ailleurs, je dis, quelque chose de valeur a été bon. Le Premier ministre a demandé la clarification de la transition. C'est clarifié maintenant, les choses sont claires. On va à l'élection. C'est clair. Alors, nous avons dit, mais est-ce que le Premier ministre a trahi? On a dit non, il n'a jamais trahi. Voilà, donc il faut le plus. Je pense qu'il ne fallait pas l'humilier. Il ne faut pas chercher il ne fallait pas l'humilier. Il fallait prendre en compte ce qu'il a dit. Mais ça, on ne dicte pas au président Assimi Goïta la manière par laquelle lui gère et interprète les problèmes qui sont posés sur sa table. Enfin, les problèmes politiques. Il a géré en toute souveraineté, en toute responsabilité, conformément à la Constitution. Ça va, le débat est clos, on tourne la page, Bachir. Mais moi, je suis heureux d'une chose. Moi, je suis heureux parce que tous ceux qui complotaient, tous ceux qui croyaient qu'on ne les voit pas, maintenant on les voit tous. Tous ces faux panafricanistes, toute cette légion française, n'est-ce pas, qui s'est enquistée au cœur de la transition et qui cherche à ramener le Mali aux époques passées de tout ce qu'il y a comme ancien régime, toute cette légion de politiciens, n'est-ce pas, complètement dépravés par tout ce qu'ils ont montré par le passé. Bon, on voit tout ça, les choses maintenant sont claires. Les choses sont claires, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui est plus intéressant. C'est une bonne chose pour le Mali. Maintenant tout le monde voit, on regarde le Mali. Les Maliens regardent le Mali.
Et ça, c'est une très bonne chose. Bachir. Pour une population aussi politisée que le Mali, c'est une très bonne chose, mon cher Bachir. Mais nous sommes très sereins, on n'a jamais été très inquiets. Le Mali, aucune force ne va déstabiliser la transition malienne. Moi, je voulais tout dire ici. Cette gesticulation politique et politicienne dont les ficelles sont tirées depuis les services secrets français, qu'on nous dit il y a trop d'indicateurs que le monde, Bachir, trop d'indicateurs le montre. Nous avons bien fait de rappeler à la France que si le soutien que nous apportons à la transition nous interdit de soulever certains anciens dossiers, nous n'avons pas hésité à rappeler aux Français que, écoutez, l'alliance qui a renversé le président Gbagbo, qui a détruit la Côte d'Ivoire, on voit bien les tenants de cette alliance-là en train de s'agiter au Mali. Mon cher Bachir, c'est pas pour la bonne cause. Ils n'ont jamais coupé avec l'ancienne pratique. Leur patron. Voilà. Donc, mais ça a attiré l'attention des Maliens sur cette réalité. Et c'est une très bonne chose, Bachir. Nous on fait confiance à la transition, à la capacité, n'est-ce pas, du président Assimi Goïta, de l'ancien Premier ministre Choguel Magaï, du nouveau Premier ministre Abdoulaye Menga. Nous sommes très confiants quant à leur capacité à conduire les destinées de cette transition, n'est-ce pas, qui a apporté beaucoup de choses à l'Afrique. Maintenant, quand on le dit, nous ne sommes pas dans des connivences, Bachir. Oui. Nous n'avons aucun intérêt dans la transition malienne. Et nous avons prévenu qu'on sera extrêmement vigilant. Et chaque fois, à la moindre occasion où on verra qu'il y a une véritable déviation, n'est-ce pas, de l'esprit, n'est-ce pas, de cette transition, quand on voit qu'on veut menacer les acquis, quand nous verrons qu'il y a des tractations bizarres pour amener, n'est-ce pas, les tenants de l'ancien régime, dont la France, chez nous monterons au créneau sans état d'âme. Nous avons été clairs. Nous ne sommes pas des courtisans. Nous ne cherchons pas à être l'ami ni du Premier ministre actuel, ni de l'ancien. Nous le cherchons. Je n'ai aucune relation avec les autorités maliennes. Je ne cherche pas à en avoir, ça ne m'intéresse pas. J'aime le Mali, nous défendons le panafricanisme et ses acquis. Et nous considérons que l'avènement de l'EAS, c'est un des plus grands acquis que nous avons eus. Et ça, nous ne demandons à personne, n'est-ce pas, Bachir, de veiller sur ces acquis-là. Donc, que ce soit l'ancien Premier ministre Choguel Magaï, que ce soit le président Assimi Goïta, que ce soit le nouveau Premier ministre malien, si des actes sont posés qui vont dans le sens de porter atteinte aux intérêts de l'Afrique, aux intérêts du Mali, nous allons, Bachir, dénoncer avec toute la haine que vous nous connaissez. C'est cela qu'il s'agit. Pour l'instant, voilà, les soubresauts qui ont accompagné le limogeage de l'ancien Premier ministre, Bachir, voilà, ça va, c'est en train de passer. Maintenant, tous les Maliens, n'est-ce pas, ont les yeux tournés sur regarder la suite. Et la suite, ce sont les élections. Ce départ, est-ce que c'est ce départ qui a obligé les dirigeants actuels de la transition à ouvrir donc la voie aux élections? Je répète encore, je me fie à ce qui est public. L'ancien Premier ministre a demandé qu'il faut une clarification. Si on va aller aux élections, qu'on clarifie simplement. Et donc la transition réoriente? C'est clair, non, c'est clair maintenant, c'est public. Ce qui était dans des tractations secrètes, et maintenant public, on va à l'élection, n'est-ce pas, pour mettre fin à la transition. On va afficher les numéros pour nos téléspectateurs. Voilà, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Et à tout moment, nous sommes donc prêts à vous écouter. Vous connaissez le principe de l'émission. Tout à l'heure, on va passer votre jingle pour annoncer les appels. C'est le jingle à vous l'antenne. Et en attendant, Président Bandakani, à quoi s'attendre désormais au Mali avec cette ouverture de la voie vers les élections? Nous avons demandé depuis très longtemps, tout le départ, nous avons été les premiers à exiger une candidature du président Assimi Goïta. On a été très clair. Au cas où il y avait l'élection. Je n'ai jamais été, vous le savez, parce que je ne suis jamais partisan de l'électoralisme. Moi, je considère que les démocraties néocoloniales n'apportent rien à l'Afrique. Ici, on allait même plus loin. En même temps que j'ai considéré la constitution malienne comme étant une des meilleures constitutions qu'on a écrites en Afrique depuis les années 60, comme étant extrêmement avant-gardiste, en même temps, j'ai critiqué à l'intérieur ce que j'avais appelé le risque de démocratisation néocoloniale. Vous vous souvenez, je l'avais dit. Voilà. On y est. On y est. Les trois piliers de la transition, c'est le mouvement des années 90, la démocratisation du pays. À l'époque, je crois que c'était
sous Moussa il s'appelle Traoré, Oui, l'ancien président. ATT. Non, ATT Il y a Moussa Traoré. Moussa Traoré. Oui. ATT, n'est-ce pas, après avoir réprimé les manifestants en 90, a pris la tête d'un mouvement militaire pour dire à Moussa Traoré. Bref, ils ont sacrifié le président Moussa Traoré. Bon, je ne regrette pas particulièrement ce président, non, pas du tout. Mais paix à son âme, parce que je pense qu'il est décédé. Sauf si je me trompe. Oui. S'il ne l'est pas vraiment, que ta famille m'excuse, je pense qu'il est décédé. Mais bon, il y a donc toute cette mouvance démocratique, n'est-ce pas, qui a fait passer le Mali du parti unique à la démocratie néocoloniale Bachir. Après, donc, il y a le pilier de la refondation, c'est-à-dire le mouvement M5-RFP, qui va déboucher, n'est-ce pas, sur les assises nationales de la refondation. Et puis il y a les militaires. Voilà les trois piliers de la transition. Mais le président Assimi Goïta sait comment, n'est-ce pas, il gère... Je vous rassure tout de suite, il est décédé en 2020, Voilà. le 15 septembre. Voilà. Oui. Bon. Le président Assimi Goïta sait très bien comment il gère, n'est-ce pas, ces équilibres-là, mon cher Bachir. Donc moi j'ai l'impression que on va vers cette démocratie néocoloniale, le jeu de la démocratie néocoloniale. Oui. C'est-à-dire que dans la nouvelle constitution malienne, on a dit tu fais 2 mandats, tu peux plutôt le présenter. Voilà, donc une espèce de gage qu'on donne à la communauté internationale. Et il y a un risque, Bachir, que le démocratisme néocolonial, cette fois-ci, ça ne sera pas directement le fait direct de la France, mais ça sera par sa clientèle historique qu'elle a fabriquée au Mali, qui vont venir là sous forme de partis politiques, de coalitions, etc. et vont imposer une nouvelle division du travail politique et géopolitique, économique au Mali, à savoir que la rotation des dirigeants au pouvoir, Bachir, ça a pour risque de casser, de refréner, de diluer l'élan de renouveau politique incarné par la refondation et cette transition. Il y a ce risque-là. Mais bon, c'est le choix des Maliens, nous devons respecter ça. Et il faut féliciter le président Assimi Goïta de tenir ses promesses et de jouer ce jeu-là, tout en espérant que on va réussir à éviter le piège de la démocratie néocoloniale pour jouer le jeu d'une démocratie de l'indépendance, de la souveraineté, n'est-ce pas, dans le cadre de la refondation. En tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons aux Maliens. On va prendre donc le jingle, notre jingle. À vous l'antenne et on revient juste après pour prendre les appels. Voilà, le standard, il est donc ouvert et jusqu'ici, alors je vois deux appels. Alors il y a notre ami Abou qui est au bout du fil, il y en a un autre dont le numéro ne s'affiche pas de ce côté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par qui? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir Lagan. Oui, c'est monsieur Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. Par rapport à cette grande reprise, parce qu'il y a eu quand même, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça fait 2 jours là. Ça fait 2 jours, effectivement. Donc on est très content de vous voir très en bon terme comme ça, bien portant, avec le président Badakani aussi bien portant, le prophète. Donc nous saluons avec beaucoup de déférence. Et confirme Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Donc, président Badakani, merci pour les paroles de vérité encore une fois d'ici. Nous en sommes grés pour cela. Soyez restés bénis, 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 bénis. Donc, ainsi que je salue tous les techniciens et tous les appelants pour cette grande reprise. Et en tout cas, vous êtes actuellement ce qu'on appelle le fer de lance même de la bataille médiatique. Et aussi réitérer le fait que le combat
tel que les téléspectateurs doivent le voir, le combat est tellement difficile qu'ils doivent soutenir, continuer à soutenir. Et ils ont vu que on a vraiment besoin, Pan-African Media TV a vraiment besoin de leur soutien et qu'ils continuent à faire ce qu'ils savent faire le mieux. Et nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour. Et tous ceux-là même qui sont encore soucieux de la bonne marche de Pan-African Media, en tout cas se rajouter au rang et puis faire ce qu'ils doivent faire, ce qu'on appelle soutenir financièrement Pan-African Media TV. Je ferme cette parenthèse. Et en ce qui concerne les problématiques d'aujourd'hui, c'est ce qu'on cesse de marteler. Ça dit quoi? Ça dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On doit faire comme ici en Occident, ils l'ont fait dans leur constitution. Dans leur constitution, ils ont mis ce qu'on appelle l'acte patriotique. Donc l'acte patriotique combat le terrorisme avec tolérance zéro et combat tous ceux qui sont anti-patriotes avec tolérance zéro. Et avec l'acte patriotique qui est dans la Constitution, on ne discute pas tout ce qui est question sécuritaire, on ne cherche pas à prouver à qui que ce soit, on agit tant que ça amène la paix et la cohésion nationale. Et on utilise tous les moyens. Avec l'acte patriotique, ils se sont dérogés le droit ici. Si vous faites l'apologie du terrorisme ou bien vous faites l'apologie de tout ce qui est contre l'intérêt du pays, vous devenez de facto quelqu'un qu'on doit mettre hors d'état de nuire. Vous voyez, donc c'est tolérance zéro. Et nous avons le droit aussi, en Centrafrique, d'agir de la même manière. Ça dit quoi? C'est-à-dire que c'est inacceptable que aujourd'hui, la même France nous dit qu'elle va agir avec la manière dont elle agit de façon asymétrique, que même si on l'a chassée sur les autres terrains, elles vont agir maintenant en clandestin et tout. Et elle le fait en audiovisuel. Et on accepte ça. Et on pense que le noir doit continuer à mourir comme ça sans se fâcher aussi. Non, il faut que maintenant, c'est pas un jeu. Il faudrait que maintenant on montre qu'on ne blague plus, on soit sévère. Et on agisse comme eux-mêmes nous l'ont montré ici, comme ils agissent avec tolérance zéro. Qu'il s'agit, ça dit qu'on appelle à l'union de tout l'AES et puis la Centrafrique. Ça dit que tous les États, le Tchad, la Centrafrique et l'AES, tous ceux-là, ils doivent se mettre ensemble maintenant et combattre avec tolérance zéro cette menace française-là qui a assez perduré. C'est plus un jeu. Nous, les Africains, nous refusons, en ce 21e siècle-là, d'être continués à nous être massacrés sans que personne ne se meure. Et quand on voit l'Ukraine, comment là-bas, ils agissent avec tous les moyens, quand on voit les sionistes en Palestine, comment ils les défendent avec tous les moyens, nous aussi, nous avons le droit de vivre, surtout que nous sommes les prémices de cette terre. On doit montrer que notre vie coûte autant cher que la vie de tous ceux-là que nous-mêmes on a généré, toutes les autres races qu'on a générées. La négrophobie n'est plus acceptable en ce plein 21e siècle-là. Et pour terminer, pour clore le truc, comme on appelle ça, le malentendu, comme c'est que le prophète Badakani a dit au Mali, nous avons déjà dit, nous disons que le Mali a été instauré par Dieu. Ça dit que l'AES a été instauré par Dieu, le créateur lui-même, que même si les acteurs eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre, mais c'est irréversible en fait. C'est la libération de l'Afrique qui a commencé par là-bas. C'est le noyau fort que le créateur lui-même l'a établi. Et ce mouvement-là, peu importe les acteurs, ça va aller jusqu'à terme. Il n'y a pas, rien ne peut ébranler ce mouvement-là. C'est comme ça, c'est la nature. Quand il y a eu le temps de l'abolition de l'esclavage, ça s'est fait. Il y a eu le temps des indépendances tronquées, ça s'est fait. Il y a toujours une période où Dieu, le Créateur, décide qu'on doit changer de cap maintenant. Donc, nous sommes au cap de ce qu'on appelle la rupture avec la France. Nous sommes au cap de la renaissance africaine, de la souveraineté. Donc, cette souveraineté-là va se faire. Tout ce que nous conseille, que tous ceux qui tardent à joindre le rang de l'AES ne tardent plus à joindre le rang de l'AES, que cette mouvance-là ne sera pas arrêtée. C'est une mouvance qui va aller au terme. Donc tous ceux qui sont
pour Africains, pour l'intérêt de l'Afrique, doivent s'impliquer dans ce mouvement-là qui est installé par le divin. Je vous remercie et on termine pour dire qu'avec Pan-African Media TV, nous nous battons dans la victoire. Et restez bénis, bénis, bénis. Bye bye from now. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, bye bye. Merci. Et bon retour surtout. Bye bye. Allez, merci à vous également, M. Abou, depuis l'Angleterre, fidèle téléspectateur d'ailleurs. Abou qui est avec nous depuis de nombreuses années et il est toujours resté et fidèle au combat. Nous allons rester au téléphone avec cette fois-ci, je crois que c'est notre ami du Bénin, Sidi. Sidi qui a essayé d'appeler tout à l'heure pendant que Abou était en ligne. Je crois que la ligne est ouverte pour Sidi. Allô, bonsoir. Bonsoir Pan-African Media. Bonsoir Sidi. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Pan-African Media. Bonsoir à Bachir Ladan, le meilleur journaliste au monde, le panafricanisme vrai et incontesté. Je ne pourrais finir les salutations sans saluer la sommité des sommités, le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, le guide moderne du panafricanisme, le président Bandakani, mes respects, cher président. Je fais complètement mienne toutes les interventions de son excellence, le futur président du Cameroun à travers le NMP. Voici là, avant que je propose, permettez-moi de remercier le courage du général Louis-Philippe Oundéo, actuellement en prison en République du Bénin. Je souhaite du courage au général et je lui dis que le bout du tunnel n'est plus loin. Merci beaucoup, mon général. Lorsque j'ai fini de tout ça, mon très cher Bachir Ladan, le gars de Bergondin ne retrouve le chemin de son trou et lorsqu'on commence à lui couper la queue. Bachir Ladan, la France est ici dans le même jeu. De l'extérieur jusqu'à nos jours, ils n'ont qu'une seule technique, la technique de diviser pour rien. Qu'est-ce que ça dit? On ne sait que mélanger les gens, comme on le dit dans le quartier. Aujourd'hui, le flou qu'elle veut créer entre les Centrafricains, les Africains et les Russes, c'est de dire que les Russes tuent les Africains. C'est de faire l'image de la Russie en Centrafrique et à travers la Centrafrique pour que ça se propage un peu partout dans le monde et ça aura un effet géopolitique. C'est ça l'objectif escompté. Oubliez que nous ne sommes plus à l'époque datant où les Africains n'avaient qu'un seul logiciel de réflexion qui ne consistait qu'à analyser avec les logiciels occidentaux déçus aujourd'hui. Nous avons grandi, nous savons d'où nous venons. Et toutes ces manières, toutes ces tentatives pour déstabiliser le président mathématicien que je salue, qu'on appelle le passage, pour voir l'échec. Le président Touadéra, c'est un patriote. Le président Touadéra, comme ils ont l'habitude de nous le dire, il nous paye nous autres. Ils essayent de l'entendre parce que quand tu vas dire maintenant que Touadéra est bon, Touadéra est ceci, Touadéra est cela, ils vont dire que Touadéra te paye. Certainement qu'après l'émission, je vais prendre ma paye, je ne sais pas. Nous savons très bien que tout ce qu'ils sont en train de faire, le vrai Dieu au niveau du Centrafrique est en train de le caler. Voilà pourquoi aujourd'hui les plans sont mis à nu. Et qu'ils le veuillent ou pas, la République centrafricaine va avancer avec le professeur Fossé Akan Touadéra, à qui je souhaite longévité au pouvoir, puisque sans lui, nous ne savons pas quoi faire en Centrafrique. Il faut qu'on nous dise la République centrafricaine est pourrie. Ils ont tout gâté en Centrafrique pour recommencer à zéro. C'est ça le professeur Akan Touadéra est en train de faire, que les gens arrêtent de nous distraire par rapport au professeur. Nous savons que c'est un patriote et on sait là où il va. Et nous le soutenons jusqu'à la fin. Parce qu'il est le premier à engager ce combat contre la France avant même que le Sahel ne prenne. Nous croyons en lui, nous savons que ce ne sont pas les mêmes réalités et que ça va durer un peu chez lui avant que
avant qu'ils ne reviennent qu'on appelle normalement. Donc, pensez à quand Touadéra, les Africains sont avec vous, les Africains vous accompagnent, ne vous fiez pas au mirage et au griot. En ce qui concerne le limogeage du patriote, digne fils d'Afrique et du Mali, je veux nommer le respecté Choguel Kokala Maïga, à qui je rends tous les hommages pour avoir servi l'Afrique, pour avoir affronté la France qu'on appelle en son temps, et qui pour avoir risqué sa vie pour l'Afrique. Nous le reconnaissons comme étant un patriote et, sans vous mentir, nous le vénérons nous autres. Patriarche, continuez pas à accompagner la transition. Et nous demandons au président Assimi Goïta d'arrêter tous ces voyous, tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et au niveau des télévisions, même maliennes, qui consiste à dénigrer le patriote Choguel Maïga, parce que ça ne se fait pas et ça ne doit pas se faire. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Assimi sait quoi faire et ils n'ont qu'à savoir que ce sont les militaires et les révolutionnaires qui ont pris le pouvoir et savoir partager. Aujourd'hui, la réorientation stratégique dont on nous parle, nous souhaitons qu'elle réussisse. Mais nous aimerions attirer leur attention en leur disant qu'il y a eu d'abord les révolutionnaires, les populations, le peuple qui s'est soulevé avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Donc, n'écartons pas définitivement le peuple, les civils, en gérant. Sinon, on aurait violé la Constitution. Et le viol de la Constitution, selon ce qui est prévu, dedans à l'intérieur, ce n'est pas bon. Parce que quand on viole la Constitution des assises, là, il y a les peines qui sont tellement graves. Nous souhaitons du courage au nouveau Premier ministre. Nous souhaitons bonne chance au président Assimi Goïta. Nous avons entendu qu'il a commencé par parler des élections. J'espère que ce ne seraient pas les élections occidentales. Et il est notre candidat. Nous le soutenons et nous voulons qu'il ait une longévité au pouvoir afin que la révolution tienne jusqu'au bout et que les acquis ne soient pas bafoués. Africa, we came so far and we have seen so much in where we are going. Pan-African Media, une Afrique unie, c'est meilleur. Merci. Merci Sidi. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Merci en tout cas. C'était donc notre ami Sidi du Bénin. Allons du côté de l'Écosse. Je crois que Peter, il est avec nous, prêt à intervenir. Peter, bonsoir si vous m'écoutez. Alors, la ligne de Peter, me semble-t-il, un tout petit peu occupée. Peter, vous m'écoutez? Bonsoir. Voilà, je crois que la ligne de Peter ça se coupe, c'est ça? Oui. Très bien. Revenons d'abord à notre cher président Bandakani. Et on verra, puisque nous sommes encore en pleine restructuration, donc on n'a pas mis toutes les lignes opérationnelles. Donc on prendra, s'il le faut, un appel. Mais pour l'heure, le président Bandakani, peut-être des choses à rajouter à la suite des interventions de nos premiers appelants. Mais d'abord, nous suivons, je voudrais rassurer notre ami Sidi du Bénin, nous suivons avec beaucoup d'attention les évolutions au Bénin. Oui. Où, le pouvoir, M. Talon est dans une paranoïa que lui seul peut expliquer. Arrestation ici et là, assassinat inexpliqué ici et là. On ne sait pas
ce qui fait si peur au président Talon. C'était la peur de son ombre. Hein. Ben, si vous avez peur de votre ombre, on peut rien pour vous, parce que votre ombre sera toujours avec vous, mon cher Bachir. Donc, nous suivons ça de très près, et nous encourageons les panafricanistes du Bénin à rester sereins et à développer une grande intelligence de la situation particulière de leur pays. C'est en cela qu'ils sont en mesure d'anticiper sur les évolutions que l'on voit se dessiner justement à travers la paranoïa présidentielle. Donc, on va pas revenir sur le caractère très anti-panafricaniste de M. Talon et son régime. On ne va pas revenir sur la façon dont il est arrivé au pouvoir. On ne va pas revenir sur l'idée qu'il se fait des intérêts de son pays, de sa fonction en tant que président. C'est tout ça qui génère cette paranoïa où on voit, que ce soit au niveau de la police, des coups d'État imaginaires ici et là, des arrestations. On va jusqu'à... On viole les frontières d'un autre pays, on viole les lois pour aller arrêter une vie, etc. Donc, nous apportons tout notre soutien, nos encouragements aux panafricanistes du Bénin. Voilà, on est vraiment en solidarité avec eux. Alors, quant à mon ami Abou, évidemment, je le félicite sa détermination, il est téméraire, sa témérité, quant à la mobilisation, n'est-ce pas, qu'il a orchestrée pour soutenir, qui continue d'ailleurs de conduire dans le soutien, n'est-ce pas, à notre chaîne. On peut que saluer ce type d'engagement, ce type de témérité, n'est-ce pas. Il a bien compris l'enjeu de l'émergence, n'est-ce pas, d'une véritable offre médiatique panafricaniste, totalement, vraiment diversifiée, renouvelée. Il a compris ça. Nos ennemis ont des consortiums médiatiques, ils ont toutes, ils ont ils travaillent, ils chassent en meute, il y a beaucoup de médias, n'est-ce pas, c'est une bonne chose. Il faut qu'on soit à la hauteur de cette dynamique-là. Et c'est un avant-gardiste dans il est militant, il est un militant de la variété des offres médiatiques panafricanistes, tout en gardant le socle de la radicalité, de l'authenticité, n'est-ce pas, panafricaniste. Je ne peux que saluer ça. Une radicalité noble, comme vous le dites souvent. Non, le mot radicalité est noble, on n'a pas besoin de justifier. C'est différent du radicalisme. C'est la radicalité, l'authenticité, la vérité, et l'intransigeance sur les valeurs centrales. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il y a beaucoup de panafricanisme, on voit ce que ça donne. Il y a des faux qui sont dans des opérations extraordinaires pour détruire le panafricanisme. Face à eux, il faut développer la radicalité, Bachir. Il faut présenter le vrai. C'est le vrai qui permet de voir qu'ici c'est faux. Mais s'il n'y a pas le vrai, on va confronter le vrai au faux. Donc l'enjeu de l'authenticité panafricaniste, c'est un enjeu sérieux. Et pour ça, il faut des médias. Bachir. Il faut des médias. C'était de comprendre pas l'enjeu qui est autour de Pan-African Media. Ils comprendront au fur et à mesure, comme ils n'avaient pas compris l'enjeu qu'il y avait autour d'Afrique Média, notre maison mère et partenaire de Pan-African Media. Ils comprendront au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas cesser de faire de la pédagogie. C'est en cela que le travail que fait Abou est extraordinaire. Et un autre qui fait un travail extraordinaire, c'est Peter, et il est au bout du fil. Mais tant mieux enfin. Peter, bonsoir. Merci d'être avec nous pour la reprise. Je rappelle que Peter a abattu un très très grand travail de censeur, je ne vais pas dire de censure, de censeur en ce qui concerne les plateformes de Pan-African Media. Vous parliez des panafricanistes infiltrés, de ces faux panafricanistes. Oui, notre ami Peter a fait un travail extraordinaire de ce côté-là. Peter, bonsoir. J'espère que on m'entend. Est-ce que vous m'entendez? On vous reçoit très bien, Peter. Ok, bonsoir Président Badakani, et puis merci beaucoup au call center. Je vais être très bref sur la thématique, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2 semaines. Je vais commencer d'abord par entrer en matière sur Israël. Vous voyez, la Grande-Bretagne s'est plainte auprès de Moscou parce qu'elle a apporté des données satellitaires de la position des navires pétroliers anglais qui ont été bombardés par les Houthis. La Grande-Bretagne demande à la Russie de cesser de faire ça. Si on veut essayer de comprendre, je reprends aussi pour ajouter le propos de M. Macron au sujet de M. Netanyahu
qu'il est le bienvenu en France et qu'on lui accorde l'immunité. Et pourtant, Israël n'a pas signé la charte de... Puis le retour de Peter sur le plateau. Vous m'entendez? Oui, Peter, on vous reçoit. On vous reçoit. Là, c'est mieux. Voilà, donc je disais que je fais l'amalgame avec ce que les Houthis ont fait au navire britannique, pour lesquels la Grande-Bretagne s'est plaint auprès de la Russie qu'elle apporte des données satellitaires de position des navires pour être bombardés. Alors que c'est cette même Grande-Bretagne qui fournit des informations à l'Ukraine sur les positions de l'armée russe ou bien des sites entrepôts, munitions, tout ça, etc. pour que les Ukrainiens envoient les drones pour aller frapper ou alors les Storm Shadow, right? Et je fais aussi l'amalgame avec la position de M. Macron sur M. Netanyahou pour lequel il a accordé immunité au cas où il vient en France, il ne sera pas arrêté. Et ce même Macron qui a décrié le fait que M. Poutine doit partir en Afrique du Sud, il faut qu'il soit arrêté. Donc, quand je regarde ça, et puis je vois également les dernières balles, les dernières cartouches qui sont en train d'utiliser contre des pays africains, à savoir la République de Centrafrique. La France n'a plus de solution. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mentir, apporter le démenti, donner les contre-informations, mettre le trouble dans le cœur des Centrafricains et dans le cœur également des Panafricains, pour que, à partir de ce chaos, ça puisse semer la panique au sein de la population de la Centrafrique. En fait, si on veut bien voir, c'est-à-dire que quand je fais un peu le rapprochement, je vois que c'est un aveu d'impuissance et la France n'a plus de cartouches. Elle ne sait plus quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grave crise en Europe et aussi en France en particulier, où beaucoup de restrictions ont été imposées par le gouvernement français, et ceux qui payent, ce sont les étrangers et les petits foyers. Quand je dis petits foyers, c'est-à-dire les foyers vraiment, comment on dit ça? Je cherche le mot en français là. Alors, la France ne sait plus quoi faire. Elle a perdu le Mali, elle perd le Burkina, elle perd le LCA. Mais en même temps, elle veut utiliser ces derniers cartouches pour s'aimer le chaos et la destruction. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait passer sur le problème de la déstabilisation, de Mali. Pourquoi? Parce que M. Chogamaïga a fait une sortie qui n'était pas, je peux dire, bien appréciée parmi les Panafricains. Et en même temps, le général Assimi Goïta qui fait une mutation au niveau de le Prime Minister. Mais en même temps, M. Assimi Goïta qui annonce qu'il va avoir des élections générales au Mali très bientôt. Mais c'est ce qu'on appelle les stratégies géopolitiques. Et je pourrais dire même géostratégiques. Parce qu'ils sont en état de lutte contre une puissance impérialiste. Alors, il faut utiliser la communication pour attirer, comme on met la viande fraîche dehors, vous allez voir toutes sortes de mouches qui vont voler autour. Et depuis que M. Assimi Goïta a annoncé cela, eh bien, tous les services de renseignement étrangers qui ont été chassés du Mali sont à la, comment on dit en français, là, sont à la recherche de potentiels profils présidentiables pour le Mali. Donc ça veut dire que les gens vont entrer encore en infiltration pour essayer de trouver les candidats qu'il faut, sans compter celui qui était en Côte d'Ivoire et qui s'est autoproclamé avec son hymne national du Mali. C'est très rigolo. Mais c'est surtout que Assimi Goïta a tendu un piège qui va vraiment faire découvrir les vrais traîtres du Mali, qui sont ceux qui n'ont vraiment pas envie de voir un Mali, parce que je vais vous dire, hein, en toute sincérité, 65% de la population malienne, c'est-à-dire des vrais Maliens, pensent à un vrai changement et que le Mali va avancer.
Le reste est encore sceptique parce qu'ils étaient habitués à la mangeoire, ils étaient habitués à la facilité. Et aujourd'hui, selon eux et selon les propagandes qu'ils ont reçues, M. Assimi Goïta leur vend un rêve qui ne se réalisera pas. Donc du coup, ils deviennent très frileux et fragiles à la propagande qui est faite depuis la base de l'opposition malienne qui est en Côte d'Ivoire. Alors, on se trouvera dans une situation où beaucoup de gens vont être arrêtés, right? Donc, vous voyez, c'est tous ces enjeux-là qui sont en train d'être faits, en même temps qu'ils tirent des conclusions de ce que son Excellence M. Poutine est en train d'opérer en Europe. Aujourd'hui, on a découvert qui est l'Europe. C'est de la pâte à papier, c'est pâte à modeler, excusez-moi, c'est du carton. L'Europe occidentale, c'est du carton. Ils ont fait beaucoup de bruit pendant longtemps. Aujourd'hui, les circonstances actuelles ont démontré qu'ils ne sont rien du tout. Alors, comme ils savent bien qu'ils ne peuvent rien faire face à Poutine, à part la communication qu'on voit un peu ça et là, les Anthony Blinken, les John Stoltenberg, même qu'il est aujourd'hui je ne sais plus quel poste il occupait à l'Union européenne, mais il fait des sorties extérieures, y compris Boris Johnson, parce que il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas prouver au Sud global que nous sommes faibles. Il faut leur montrer que ce que Poutine a fait n'est rien, que nous pouvons aller jusqu'au bout. Alors que, en réalité, les États-Unis, je ne parle pas du gouvernement américain, mais je parle de Deep State et puis toute cette clique de Walkies et consorts. L'état-major américain leur a fait comprendre que vous ne pouvez même pas continuer cela, sinon ça va être une catastrophe et une honte. Mais comme ils sont, quand je dis ils, je parle de l'industrie de l'armement, sont engagés dans un deal, ils ne peuvent pas s'arrêter si ce n'est que continuer, selon ce qu'on a entendu que Joe Biden aurait donné encore 6 milliards de dollars pour envoyer des armes, mais de continuer à faire. Bien que les catastrophes qui arrivent seront vraiment les pires jamais connues par les États-Unis, right? Donc, je dis que cette répercussion sur le monde actuel que nous voyons est la même chose, mais en miniature en Afrique, précisément sur les zones chaudes qu'on appelle l'AES et la République du Centrafrique. Et c'est la France qui est en tête, qui est chargée de pouvoir achever ce qu'il faut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, autant pour moi. Parce que là où nous sommes, elle ne peut plus rien faire, c'est-à-dire à moins qu'elle intervienne à visage découvert via un pays pour déclarer une guerre effective face au pays de l'AES. Mais ce que je pense pas que ça va pouvoir se faire parce que ça va être une catastrophe. Voilà un peu en gros ce que je voulais dire ce soir sur vos thématiques. Je vous dis merci beaucoup et puis très bientôt. Bye. Et à très bientôt. Je crois qu'on va refermer le standard, président Madakani. Et on va ressortir avec des questions. Il y a notre ami du chat, Mohamed Bourma Sherif, qui a envoyé quelques questions sur chacune de nos thématiques. Alors, sur Israël, après vous avoir salué, naturellement nous autres, et il dit, sur Israël, y a-t-il des garanties pour assurer le respect du cessez-le-feu et éviter les violations à l'avenir? Toujours sur Israël, quelles mesures de vérification ou de surveillance pourraient être mises en œuvre pour maintenir cet accord, l'accord de cessez-le-feu? Alors, sur la RCA, quelles leçons peut-on tirer des tentatives passées de déstabilisation pour établir une paix durable dans le pays? Et pour finir, sur le Mali, quelles étaient les tensions politiques et sociales dans le pays qui ont pu influencer cette décision de limogeage de Choguel Maïga? Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'ancien Premier ministre après son limogeage? Message signé de Mohamed Bourma Sherif du Tchad. Bon, salut monsieur, notre ami Sherif, je le salue depuis le Tchad. Les garanties pour cesser le feu, mais il n'y a pas de garantie parce que Israël a dit que tant que le Hezbollah va violer cesser le feu, lui il est en guerre. Oui. Il fait la guerre. Le Hezbollah dit pareil. Et ça même pas d'ailleurs, même en plein cesser le feu déjà, il y a déjà les frappes. Les frappes ont continué, les tirs les frappes ont continué. Donc il y a un comité de surveillance qui va être mis en place et qui va être présidé par les États-Unis, dans lequel on retrouvera la France et d'autres acteurs internationaux. Donc à ce niveau. Mais vous savez, le cessez-le-feu, ce n'est qu'un cessez-le-feu. Israël, d'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit que le cessez-le-feu n'empêche pas les opérations militaires. Oui, oui. Ils ont été clairs. Netanyahou l'a dit. Le Hezbollah aussi a répliqué. Il l'a dit. Donc,
Mais en général, un cessez-le-feu, c'est une possibilité d'entamer le dialogue, je crois. Bon, d'abord de cesser les opérations militaires. Oui. Pour le cas d'espèce, ça permet de... Par exemple, pour le cas d'espèce, à ce que, par exemple, l'armée du Liban, l'armée libanaise est en train de s'installer au sud du Liban. Oui. Ça, c'est au moins l'un des bénéfices objectifs de ces cessez-le-feu-là. Il y a les forces onusiennes qui vont avoir une occasion, n'est-ce pas, d'opérer, de reprendre un peu, d'essayer de se réinstaller et de reprendre un peu la maîtrise de leur déploiement. C'était plus le cas, etc. Donc, mais ça ne garantit pas, ça ne garantit pas qu'à tout moment il y ait reprise des combats. Oui. Parce que c'est que Netanyahou interprète une situation de manière unilatérale et estime et décide que bon, là, si un cafard est mort ici, c'est une opération, c'est une attaque militaire contre Israël. Il déclare le bombardement. Mais bon, le cessez-le-feu est là, il y a des garanties, comme je vous dis, il y a des effets. Il y a l'installation de l'armée libanaise au nord, au sud du Liban. Il y a le contrôle des frontières, comme on dit, de part et d'autre de la ligne bleue, n'est-ce pas, qui va être effectuée par les forces onusiennes, dont il est même question de renforcer l'effectif. Voilà, bon, c'est déjà ça. Très bien. C'est mieux que rien. Voilà. Alors, sur les leçons à tirer des tentatives de déstabilisation qu'il y a eu en RCA, oui, pour établir cette fois-ci une paix durable. Mais il faut tout faire bâcher dans un pays pour que l'État ne s'effondre pas. Quand l'État faillit dans un pays au point de s'effondrer, vous pouvez avoir moins pour 50 ans. Parce que l'effondrement de l'État entraîne l'apparition de factions, du grand banditisme, des milices ici et là. Et après, ce n'est pas évident de reconstituer une armée nationale. C'est très compliqué. Le Centrafrique vit ça. L'État s'est pratiquement effondré. Et on voit aujourd'hui ce que ça coûte à ce pays-là de se remettre debout. C'est pour ça qu'il faut une véritable indépendance. Il faut que l'État soit une émanation endogène, c'est-à-dire un fils partagé de toutes les composantes de la nation. Oui. Il faut tout faire pour que toutes les populations se reconnaissent à travers l'État d'une manière ou d'une autre. C'est très important. Ça permet d'anticiper sur les manœuvres de l'ennemi, de nos différents ennemis qui ont juré que notre sous-sol ne sera jamais notre propriété. Donc, pour ça, il faut faire preuve d'une grande intelligence politique et géopolitique. Il faut être en mesure il faut avoir beaucoup de hauteur sur le plan de sa propre statut présidentiel pour le cas de la Centrafrique, pour essayer vraiment d'avoir une véritable vision de l'ensemble des intérêts qui sont constitués en Centrafrique. Très bien. Donc c'est très important. Voilà. Donc, il faut rapidement faire émerger une puissante armée centrafricaine, capable vraiment d'opérer sur tout le territoire centrafricain, que ce soit sur terre, que ce soit sous la mer, que ce soit dans les airs. C'est très important. Très bien. Très important. Sur le Mali, il demande quelles étaient les tensions politiques et sociales dans le pays qui ont pu influencer cette décision de limogeage de Choguel Mouchouar. On en a parlé au début. Oui, bon, tension sociale, il y a pas de tension sociopolitique. Les vieilles familles familles politiques qui ont perdu leurs privilèges, n'ont jamais renoncé. Oui. Jamais renoncé. Il y a la pression de la France à travers les attaques terroristes, n'est-ce pas, de maintenir, n'est-ce pas, sous pression l'armée, de maintenir sous pression les populations, dans un contexte où les réalisations économiques de la refondation peinent à se faire, à se traduire concrètement dans l'amélioration des conditions de vie, etc. Tout ce poids-là, donc, ils ont surfé dessus. On a surfé dessus pour créer une situation qui a favorisé ce qu'il y a eu là. Mais je crois que la véritable raison, comme je l'ai dit, c'est la perspective de la fin de la transition, qui a aiguisé les appétits politiques, à relancer, à donner du grain à la voracité, n'est-ce pas, des acteurs politiques, etc. Et en définitive, dans ce cas, quel avenir politique pour Choguel Maïga? Non, ça dépend de lui. Oui. Ça dépend de lui. C'est à lui. Nous ne sommes pas là pour lui donner un avenir politique. Je crois qu'il reste dans la politique. Il Oui, n'a jamais dit qu'il prenait d'ailleurs sa Non, retraite jamais. politique. Il est reconnu comme étant quelqu'un de pignate.
est reconnu au Mali comme étant vraiment une véritable bête politique. Donc, c'est à lui de se donner de l'avenir au Mali. Très bien. C'est à lui. Merci à notre ami Chérif Mohamed Bourma pour cette contribution, comme toujours, très très importante. Président Bandakani, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la reprise. Qu'est-ce qu'on peut bien se dire en se quittant? Continuer à Bachir à intensifier l'action panafricaniste. Il faut continuer à le faire. En tirant les leçons de l'évolution de ces 15 dernières années, en imaginant des solutions extrêmement nouvelles qui quittent les sentiers battus. Il faut réinvestir et étudier profondément les expériences des panafricanistes précédents qui nous ont précédés. Voilà, il faut réfléchir à tout ça et imaginer de nouvelles stratégies d'envergure continentale pour profiter des fenêtres d'opportunités que nous offrent aujourd'hui les évolutions géopolitiques à l'échelle mondiale. Je pense que le travail qu'il faut faire, ça demande d'être panafricaniste, mais en même temps de savoir que le panafricanisme, c'est en même temps qu'on s'occupe du continent et des enjeux globaux, s'occupe aussi des enjeux nationaux. Oui. Alors c'est pour ça que le NMP va tenir cette fameuse conférence des militants pour réfléchir, n'est-ce pas, sur l'avenir de notre Cameroun, de notre pays, et voir ce qu'il y a à faire à court et à moyen terme. Ce sera le samedi 14 décembre 2024 à la salle de la Providence, à la rue Coloco, donc à Bonapriso. Merci en tout cas, Président Bandakani, pour cette autre présence très marquée d'ailleurs. Merci à toute l'équipe qui vous accompagne et comme toujours on reconnaît le cordeau Jean-Jacques Sédjou qui est avec nous, bien sûr. Merci à toute l'équipe de production. Édition, on a pu quand même reprendre comme on le voulait. Notez tout simplement les rendez-vous sur Pan-African Media. Dès lundi, vous retrouverez votre émission matinale, la quotidienne. Et cette fois-là, ce sera avec Linda Ndedi Foot. Et naturellement, toutes les tranches d'informations, vous les retrouverez avec beaucoup de documentaires qui vous renseigneront aussi sur l'histoire, la véritable histoire du continent africain et de nombreuses autres émissions. On ne va pas tout dévoiler ici puisqu'il y aura une reprise solennelle de tous les programmes. Merci à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur les antennes de Pan-African Media.